le Royaume-Uni est beaucoup plus impliqué que les États-Unis en vérité dans ces actes terroristes. Hein. Ce sont des actes terroristes. Hier, il y a eu, ça je vous donne cette information, je ne sais pas si vous l'avez eu déjà, il y a un train qui a pris feu à Kaliningrad. Donc, apparemment, c'est un acte terroriste. Encore, mais qui est derrière? Eh ben, vous allez voir, le futur nous le dira, mais je n'exclus pas que les Polonais soient là-dedans. Donc, ils veulent empêcher les Russes de parler, ils veulent empêcher que le monde entier sache ce qui est en train de se passer, et ils veulent nous faire croire que c'est eux qui se font agresser, alors que c'est eux les agresseurs. Il y a une chose, on aura remarqué aussi que dès qu'il y a eu ces deux missiles, qu'est-ce qui s'est passé? Les Polonais ont tout de suite demandé à fermer l'espace aérien de l'Ukraine. Si on ferme l'espace aérien à l'Ukraine, si l'OTAN décide de faire ça, donc il n'y a plus de missiles, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus l'aviation avec ces hélicos ou autres, donc ils vont affaiblir la Russie. Je pense que l'intérêt au départ, c'était pas d'entraîner directement l'OTAN dans une guerre, mais c'était plutôt commencer par affaiblir les Russes et fermer cet espace aérien. C'est ça que je pense. J'ai écouté pas mal de spécialistes militaires. Je fais plus confiance actuellement à la presse orientale et aux spécialistes arabes qui, eux, mènent une guerre sans merci contre l'Occident depuis des décennies, des militaires irakiens qui sont à la retraite, des militaires syriens aussi, des militaires aussi iraniens. Il y en a qui parlent très très bien l'arabe. Donc je les écoute eux et je vois un petit peu, j'essaye de voir ce tableau, comment il se dessine. Donc les Polonais, leur intérêt c'est d'affaiblir les Russes parce que depuis la nuit des temps, depuis 1730, oui, où on retrouve, j'en ai déjà parlé, un document français, il est dans les archives du ministère des Affaires étrangères en France, et ce document, il impliquait déjà cette région. Il y avait une passerelle entre l'Est de la France et la Pologne, où il y avait toute une communauté polonaise qui venait travailler en France dans les mines et qui repartait. Donc il y a déjà cette passerelle qui existe depuis le XVIIIe siècle. Et ça continue, ça n'arrête pas. Encore une fois, vous avez un pays catholique au milieu d'orthodoxes et au milieu aussi des musulmans. Et on ne l'a pas créé par hasard. Il n'a pas été créé par hasard. C'est un pays déstabilisateur de la région. Également. Alors, Gamal Labina, j'aimerais qu'on revienne sur une sorte de contradiction, parce que Linda Larbaoui a évoqué tout à l'heure cette espèce de contradiction, de paradoxe même, qu'on écoute depuis dans la rhétorique de cette guerre lorsqu'elle est relatée par certains médias, en disant d'un côté que la Russie est très affaiblie, la Russie n'a plus de missiles, mais de l'autre côté c'est aussi une Russie qui a rasé toute l'Ukraine. Mais j'aimerais qu'on revienne également, c'est vrai qu'on en parlait déjà il y a quelques jours, sur cette contradiction même concernant ce missile tombé sur le sol polonais. Parce que on dit bien que des spécialistes militaires ont identifié le débris du missile tombé sur le sol polonais comme étant ceux d'un S-300 ukrainien. D'ailleurs, certaines sources de l'OTAN, justement relatées avec des médias occidentaux, ont informé que Joe Biden a dit à ses partenaires de l'Alliance et aussi à ceux du G7 que l'explosion en Pologne avait été causée par un missile ukrainien. Alors comment comprendre malgré tout cela la réaction de l'OCSE et même de la Pologne envers la Russie jusqu'à présent, parlant justement de cette interdiction d'entrer sur le sol polonais par exemple? Alors déjà plusieurs choses. La première, je voudrais clarifier par rapport à RT Arabique ou RT France, les chaînes avec lesquelles je bosse actuellement, elles sont, on peut les capter en Europe, il suffit simplement d'avoir un VPN et je donne conseil à tous les gens qui veulent capter ces chaînes. Vous allez télécharger Opera et sur Opera il y a un VPN gratuit. Donc c'est très simple de récupérer ces chaînes et de les voir en direct, puisque moi j'y suis une fois par semaine sur les deux chaînes et ça fonctionne parfaitement. Alors pour répondre à votre question, il faut d'abord définir un terme du débat. Qu'est-ce que l'OSCE? L'OSCE, c'est une organisation qui a été créée après la chute de l'Union soviétique. C'était appelé Organisation de coopération et de sécurité en Europe. Donc c'était une structure qui était destinée à garantir à la fois une coopération économique et une sécurité sous frontières européennes occidentales. Ils étaient là pour aussi chapeauter quelques zones dans lesquelles il y avait des tensions et apporter
une sécurité de la paix. Et il se trouve que c'est cette même OSCE qui avait parrainé à l'époque les accords de Minsk qui étaient destinés à garantir à ce que le conflit en Ukraine qui commençait à naître en 2014 cesse avec une fédération de l'Ukraine, ce qui n'a pas été respecté par les dirigeants ukrainiens. Donc l'OSCE est à la fois juge et partie. Et lorsque cette dernière refuse l'accès à un territoire à un diplomate, c'est déjà une rupture des règles diplomatiques mondiales, ça ne se fait pas. Je rappelle tout de même que l'OSCE et les pays occidentaux ne sont pas en guerre contre la Russie et qu'ils n'ont donc aucune raison de refuser l'accès à un diplomate sur le territoire polonais. Ensuite, l'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise cette histoire de missiles. Alors, je modérais un peu le propos. Quand Linda dit que l'Ukraine a été rasée, l'Ukraine n'est pas rasée. Les parties frappées par l'Ukraine qui ont été le plus durement touchées, c'est surtout Mariupol. Mais sur le reste de l'Ukraine, il y a beaucoup de zones qui ont été impactées, mais l'essentiel des villes ont été préservées malgré tout, parce que les Russes ont quand même à cœur de ne pas toucher trop durement les populations pour pas devenir impopulaires. Donc l'Ukraine n'est pas rasée. En revanche, ce qui est certain, c'est que ce missile et les sabotages ou les actes terroristes qui ont lieu sur le territoire russe sont des manœuvres assez grossières de la part des Anglais. Par exemple, on sait que Nord Stream, semble-t-il, a été perpétré par des Anglais. Hein. C'est eux qui auraient saboté le gazoduc. Donc c'est une façon de faire monter la surenchère. Pourquoi? Parce que les Russes, évidemment, n'ont absolument aucun problème en matière d'armement. C'est un pays qui exporte des armes, donc ils ont largement de stock pour pouvoir mener cette guerre qu'ils avaient préparée quand même depuis un certain temps. Et surtout parce que, comme les Ukrainiens sont incapables de répondre à la moindre attaque russe et que les Russes viennent de se retirer volontairement pour des raisons stratégiques de préservation de 30 000 soldats, semble-t-il, de Kherson, eh bien, les Ukrainiens donnent le sentiment qu'ils sont en position offensive, ce qui est totalement faux. Ils se contentent juste de revenir sur les territoires que les Russes abandonnent volontairement sans combattre. Pourquoi? Parce qu'il y a un redéploiement des forces et que les Russes, je pense, veulent préserver les territoires conquis qui sont du côté à l'est du Dniepr, du fleuve Dniepr. Donc la frontière naturelle sera le fleuve Dniepr, comme les frontières existent entre l'Allemagne, par exemple, et la Pologne, ou entre beaucoup de pays sont séparés par des frontières naturelles type fleuve ou montagne. Et donc, pourquoi refuser l'accès? C'est une provocation supplémentaire et inutile. Parce que de toute façon, l'Occident sait qu'il va devoir négocier. Mais on essaie de jouer son atout, on exagère sa position, on avance des cartes qui sont très faibles, juste pour à la fois énerver les Russes, ce qui ne fonctionne pas vraiment, mais surtout pour montrer qu'on est solidaire des Polonais avec lesquels on ne fait pas, des Ukrainiens, excusez-moi, avec lesquels on ne fait rien. Ensuite, la question polonaise est intéressante. Alors, je dirais pas que c'est un pays au milieu des pays orthodoxes ou musulmans, parce qu'il y a plus que ça. Je dirais pas une frontalière de l'Allemagne, qui est pour 40% catholique. Elle est aussi frontalière de ce qu'on appelle l'Europe centrale, avec beaucoup de pays qui sont à l'époque des anciennes puissances qui étaient satellisées par la Russie. Et la question qui se pose surtout à la Pologne, c'est que c'est un pays qui a été recréé après la Première Guerre mondiale, parce qu'il avait disparu pendant 100 ans, et qui a été reconstitué à nouveau en prenant une partie de l'Allemagne, qui a perdu la guerre, et en faisant une sorte de grand État comme ça un peu fédéré, dans lequel il y a plusieurs peuples en réalité qui se constituent, avec une Pologne qui a déjà existé à l'époque, mais qui n'est pas la Pologne d'origine. Donc cette Pologne, il y a plusieurs raisons d'en vouloir aux Russes. D'abord parce qu'elle a été satellisée par l'Union soviétique, ensuite et surtout parce qu'avant ça, elle a été conquise par les Russes pendant la Première Guerre mondiale. Faut oublier qu'il y avait le pacte germano-soviétique qui a fait que la moitié de la Pologne appartenait aux Russes. Et puis pour finir, parce que évidemment, la rupture entre les Russes et les Polonais sur un point idéologique, c'était à l'époque Lech Walesa, avec les mouvements de manifestation ouvrière contre le régime de Jaruzelski qui était pro-russe. Donc la Pologne a un contentieux très lourd avec la Russie, qui est très ancien, avec plusieurs autres facteurs que je ne vais pas évoquer. Et aujourd'hui, les Polonais sont évidemment le point avancé d'une relation extrêmement radicale qui représente réellement la position américaine de façon extrême. C'est-à-dire que les Polonais ne sont pas du tout pro-européens. Ils ont bénéficié des investissements allemands, mais ça les intéresse même pas aujourd'hui. Ce qui les intéresse, c'est effectivement de s'aligner totalement sur la position de Washington contre les Russes. Or, aujourd'hui, la position de Washington est affaiblie largement parce que les États-Unis commencent à se poser la question de l'intérêt de cette guerre. Et cette guerre, qui coûte beaucoup d'argent, ne sert pas à grand-chose, la victoire étant impossible. Il va bien falloir revenir à la table des négociations. Le fait de refuser Lavrov aujourd'hui, je pense, est juste un coup d'épée dans l'eau qui va de toute façon être très rapidement effacé parce qu'ils vont renégocier avec Lavrov, ils vont discuter avec les Russes et vont demander un terrain d'entente pour régler cette crise ukrainienne qui, de toute façon, n'a aucune chance côté occidental d'obtenir la moindre victoire possible et significative puisque la moitié de la population ukrainienne, rappelons-le, la moitié de la population ukrainienne est favorable aux Russes. Quand on est favorable aux Russes, quel que soit ce qui est dit, une fois que la population vous est acquise, la guerre est impossible à être gagnée. Ça, c'est une réalité malheureusement historique qu'on a toujours vu partout. Analyser ces éclairages. Alors, on va accueillir, avant de passer la parole à Luc Michel, on a le plaisir d'accueillir Samira Bentourki qui nous a rejoint. Elle est historienne et spécialiste des questions internationales. Bonjour à vous, Samira. Merci de nous retrouver en direct dans cette édition de Géopolitique internationale.
Bonjour à vous et je vous remercie pour cette invitation. Je m'excuse pour le retard, j'ai eu un problème technique et pour moi l'émission démarrait à 11 heures simplement. D'accord. Bienvenue à vous. On va vous repasser la parole tout à l'heure. Le temps pour. J'aimerais revenir avec vous, Luc Michel, sur. On parlait tout à l'heure de contradictions, de controverses. Est-ce que, selon vous, le traitement de cet incident concernant le missile tombé en Pologne est le même que depuis le début de la guerre en Ukraine? Parce que, d'après certains analystes américains contactés par des médias russes et même par certains journalistes de la rédaction d'Afrique Média, ils ont dit que les allégations diffusées par les médias occidentaux suite à la chute de ce missile polonais s'inscrivent tout simplement dans la stratégie américaine visant à détruire la Russie, mais sans toutefois engendrer une troisième guerre mondiale. Comment le comprend Luc Michel? Non, tout simplement, il y a différentes fractions en Occident, aussi bien aux États-Unis que dans l'Union européenne. Il y a des partisans de la guerre à outrance, dont Joe Biden appartenait à ce clan précédemment. Et il y a des gens comme Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État, qui veulent des négociations. La même chose se passe en Allemagne, en Belgique, etc., ou en France. En France, par exemple, l'ancien chef d'état-major de l'armée française, le général de Villiers, a dit que la guerre américaine en Ukraine était une guerre contre l'Europe. Voilà ce qui se passe. Donc il y a un changement de ton. Et progressivement, les Occidentaux sont en train de lâcher Zelensky. Ils se rendent compte que c'est un fou furieux qui veut déboucher sur une guerre mondiale et ils ne l'acceptent pas. Mais il faut rappeler quand même, pour que les gens comprennent, nos téléspectateurs, c'est la nature du contentieux entre la Pologne et la Russie. La Pologne, ça a été entre le 15e et le 17e siècle une grande puissance qui avait annexé des territoires qui ont ensuite été russes et lituaniens. Il y avait notamment une union de la Pologne et de la Lituanie. Et le seul peuple qui a réussi à occuper Moscou, ce sont les Polonais en 1612. Absolument. La fête nationale russe, aujourd'hui encore, c'est le départ quand les Polonais ont été chassés de Moscou par la population. En 1918, il y a une grande Pologne qui s'est reconstituée, qui est une dictature pré-fasciste, qui occupait la capitale de Lituanie, Vilnius, et la ville ukrainienne de Lviv, qui était une ville polonaise. D'ailleurs, les néo-nazis ukrainiens entre 40 et 45 n'ont pas seulement massacré les Juifs et les Russes, ils ont été des grands massacreurs de Polonais, comme certains Polonais sont en train de le rappeler maintenant, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'amitié avec l'Ukraine. Voilà donc les nostalgies géopolitiques sur lesquelles la Pologne tente de surfer pour s'opposer à la Russie, et qui explique la haine de la Russie, qui est celle des Polonais. Mais ce qu'il faut retenir évidemment, c'est que Zelensky en 48 heures s'est déconsidéré. Tout le monde entier sait maintenant que la propagande de Zelensky repose sur le mensonge. C'est un personnage déconsidéré et c'est fini de parader devant les parlements du monde entier, comme il l'a fait. Aujourd'hui, c'est un menteur, comme on dit le roi. Alors, à présent, je me retourne vers vous, Samira Ben-Turki. On parle bien évidemment des récentes frappes russes en Ukraine, la Pologne touchée par un missile. Est-ce que, selon vous, cela pourrait réactiver la crainte d'un embrasement du conflit? Et quand on sait aussi, il faut le dire, hein, Samira, que l'hypothèse d'un tir ukrainien est largement privilégiée. Mais la question principale que j'aimerais vous poser, c'est que est-ce que vous, ce missile polonais, est-ce que ce missile donc en Pologne, tombé en Pologne, vous inquiète-t-il? Eh bien, dans la mesure où cela peut mener à une troisième guerre mondiale qui ne dit pas son nom, oui, effectivement, c'est inquiétant pour la planète entière et pas uniquement pour l'Ukraine, la Pologne ou l'Europe de l'Ouest. Le problème qui se pose aujourd'hui, comme il s'est posé déjà par le passé durant les siècles de falsification de l'histoire, il y a falsification et il y a propagande.
Donc la propagande va mener à va déclencher un certain nombre d'événements qui auront une suite désastreuse pour les peuples en premier, parce qu'ils vont mener vers une politique de terre brûlée. À partir du moment où les Ukrainiens et avec eux leur soutien dans un sens comme dans l'autre essayent de provoquer par toutes les manières possibles et inimaginables on va dire un déclenchement donc de cette guerre, ils vont exploiter tous les éléments mis à leur disposition par les événements. Or, même si nous savons, ou même s'ils savent de leur côté que le missile était de toute évidence ukrainien, et qu'il y a eu en fait on va dire un problème technique de la part de l'Ukraine qui a visé malencontreusement son propre soutien politique, le fait de continuer à accuser les Russes d'un événement dont ils ne sont pas responsables va de toutes les façons alimenter jusqu'au bout cette propagande, mais avec le temps, cette propagande va se retourner contre celui qui l'aura provoqué. Comme on dit en arabe, c'est-à-dire que cette magie va se retourner contre le magicien lui-même. Et je pense au jour d'aujourd'hui que même si on sent qu'il y a des mouvements entre guillemets un peu partout en Europe, en Afrique et en Asie, autour de ce qui se passe en réalité et dans le fond au niveau de la politique mondiale, nous savons qu'à un moment donné, soit la planète entière va s'embraser, soit ils finiront par mettre un terme à toute cette mascarade politique qui n'a en réalité qu'une seule visée, c'est de maintenir la domination occidentale sur le monde. Cette domination, plus personne n'en veut. D'ailleurs, on le voit au sein même du continent africain, qui est le continent auquel j'appartiens personnellement. Et l'Afrique a subi durant plusieurs centaines d'années cette propagande occidentale, dont elle est en train de se débarrasser au même moment que le reste du monde est en train de se débarrasser de cette domination occidentale qui tire à sa fin. Et c'est du fait qu'elle tire à sa fin que toute cette provocation est en train de prendre une forme qui ne tiendra pas la route parce que les jeux sont faits. Et un nouveau monde est en train de s'ouvrir, de s'épanouir devant nous. Sur le sujet concernant l'Afrique, puisque tout à l'heure on va passer sans transition à notre deuxième thématique sur la mobilisation populaire contre la France au Sahel, et par ricochet évoquer une fois de plus la guerre en Ukraine pour tenter de voir si on observe finalement une sorte de descente aux enfers de Paris, Washington et leurs alliés. Mais avant, Lina Larbaoui, j'aimerais peut-être que vous reveniez sur une sorte de précision, une question qui nous intéresse parce que d'après certaines informations, certaines analyses qu'on a pu avoir, on sait jusqu'ici que ce ne sont visiblement pas des frappes russes, mais le fruit de la défense peut-être anti-missile ukrainien qui faisait face à une attaque massive des missiles de haute précision et de drones pour revenir sur ce missile tombé en Ukraine. Mais on sait aussi que on a également appris que l'Ukraine utilise, ou alors on sait que les S-300 sont de fabrication russe. Est-ce que cela voudrait dire qu'il se trouve peut-être que l'Ukraine utilise beaucoup plus les équipements militaires de fabrication russe? Et si oui, comment le comprendre? Depuis le début de ce conflit, l'OTAN réclame à tous les pays qui
qui étaient dans l'Union soviétique des armes soviétiques, parce que les Ukrainiens c'était l'Union soviétique, donc ils sont entraînés, ils utilisaient ces armes-là, ils sont entraînés là-dessus. Et on aura remarqué aussi, j'avais attiré l'attention une fois, je me rappelle, où les Américains avaient demandé au Tchad de leur vendre leurs anciennes armes qu'ils avaient achetées à l'Union soviétique. Ils ont essayé de faire ça un peu partout et ils ont réussi en grande partie. Les pays ont donné ce qu'ils avaient comme anciennes armes. Je vais revenir sur il y a 4-5 jours, c'est la Croatie qui a accepté aussi de troquer certaines armes en contrepartie, et ben l'OTAN devra remplacer par des armes américaines. Donc les Ukrainiens qui eux-mêmes ne savent pas vraiment utiliser tout ce qui est armes américaines ou anglaises, françaises, parce que puisque c'était l'Union soviétique et tout leur entraînement se faisait là, avec les armes soviétiques voire russes, ils ont hérité aussi de quelques, à part le nucléaire où la Russie s'est opposée en 98, ils ont hérité aussi de certaines fabrications, de certains brevets aussi soviétiques, puisque on le voit, l'Ukraine c'est une zone industrielle, c'est mine de fer, c'est des matières premières, et donc il y avait une bonne partie de la fabrication soviétique qui se faisait là. Alors, on peut pas changer une armée du jour au lendemain et dire on utilise maintenant les F-16 et on n'utilise pas les Sukhoi. Ça se fait pas comme ça. Il faut des entraînements. Et l'OTAN a annoncé, ils se sont pas cachés, l'OTAN a annoncé qu'ils étaient en train d'entraîner des Ukrainiens sur des armes plus modernes, américaines, voire de l'OTAN, des pays de l'OTAN, comme des armes allemandes ou voire italiennes aussi. C'est ça qui fait que l'Ukraine reste encore rattachée à toutes ces anciennes technologies et ces anciennes armes soviétiques. Et les S-300, il y a une fabrication, voire même une modernisation ukrainienne. Eux-mêmes, ils en fabriquent, comme quand on parle des Berdar turcs, une bonne partie, ce sont des brevets ukrainiens aussi, hérités de l'époque soviétique. Ça, on ne le dit pas assez. J'ai essayé de voir sur la presse spécialisée, j'essaie de suivre tous les rapports, justement pour comprendre ce qui se passe et pouvoir transmettre. Mais il y a une fabrication des S-300, parce qu'il y a eu 2 missiles. Un missile qui est 100% soviétique et un missile modernisé par les Ukrainiens. Ça aussi, mais je l'ai appris quand j'ai fait mes recherches. Parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul missile. Linda Larbaoui. Alors seulement avant de passer, une toute dernière question adressée à vous, Samira Bentourki, avant de passer très rapidement à notre deuxième thématique. C'est, vous disiez tout à l'heure, vous craignez tout à l'heure l'embrasement justement de cette situation, de ce conflit, et j'aimerais savoir que répondez-vous à ceux qui disent que la Russie est au bout du compte, je dis bien au bout du compte, responsable de la situation en Pologne aujourd'hui ou de l'incident polonais? Eh bien, il est tout à fait clair que sans se baser uniquement sur ce qui vient de se passer récemment en Pologne, parce que de toutes les façons, il reste tout de même un énorme point d'interrogation quant à ceux qui sont responsables de ce qui s'y est passé récemment. Mais depuis plusieurs mois, et je dirais même plusieurs années, il y a un mouvement politique, un mouvement économique et également un mouvement culturel qui veut mettre fin à cette domination occidentale sur le monde. On va dire que la partie occidentale du globe souhaiterait maintenir sa domination politique, économique, financière et culturelle sur le reste de la planète. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, en 2022. L'histoire a changé, ou plutôt les pions ont changé. Les gens avec l'accès à une certaine technologie de par le biais des réseaux sociaux a pu accéder à certains éléments qui ont entre guillemets servi de propagande à l'Occident de manière générale durant ces siècles où elle a essayé de dominer la planète entière sous une pseudo-démocratie qui en réalité est un autoritarisme qui ne dit pas son nom. C'est une hypocrisie qui a été maintenue entre guillemets pendant plusieurs siècles de manière à
pouvoir en même temps maintenir les peuples africains, entre autres. Moi, je reviens toujours à l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui a subi probablement le plus de dégâts de la part de cette domination occidentale. Et on ne peut, entre guillemets, parler de ce qui se passe aujourd'hui sans en même temps dire que ceux qui sont responsables de cet état de fait, ce sont les Occidentaux et en aucune manière les Russes. Les Russes ne font que répondre à une mainmise de l'Occident, de l'OTAN sur l'Europe de manière belliqueuse. Et ils ne font que répondre, ils ne font que se défendre d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire et d'un point de vue également culturel, d'un point de vue religieux, parce que ce sont également deux points sur lesquels on ne parle pas suffisamment. En tous les cas, on ne met pas suffisamment les projecteurs sur le fait que Poutine ne se contente pas simplement d'essayer de défendre militairement ou politiquement ou économiquement son pays contre les agressions qui datent quand même depuis plusieurs dizaines d'années envers son pays. Il y a également une échelle de valeurs qu'il essaye de défendre et qu'il essaye de mettre en avant, et cette échelle de valeurs a obtenu entre guillemets également l'approbation et le soutien des pays d'Afrique, de même que les pays africains qui en ont marre de subir cette injustice et ce pillage de leur continent, de leur souveraineté culturelle, et qui le soutiennent. En fait, Poutine a réussi à fédérer autour de lui tous ceux qui ont souffert de l'injustice occidentale dans tous les domaines possibles et imaginables. Turquie. Alors on va à présent passer sans transition à notre deuxième thématique, et on parle cette fois-ci de la forte mobilisation populaire qu'on observe généralement, qu'on observe ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années d'ailleurs, contre la France au Sahel tout spécifiquement, et par ricochet aussi évoqué dans le même temps le conflit en Ukraine, qui prouve à suffisance selon certains analystes bien qu'on observe qu'on est en train de vivre une sorte de descente aux enfers de Paris, Washington et de leurs alliés. On va donc parler de cela, chers invités, mais avant je vous propose de regarder avec nous cette vidéo où on voit un activiste africain s'adresser farouchement à un ambassadeur français, et puis on revient. Les autorités françaises ont demandé de quitter, vous ne quittez pas. Pourquoi vous insistez à rester? Pourquoi vous continuez à insister à rester? La force Barkhane a été chassée du Mali. Vous avez quitté parce que vous n'avez pas de résultats. Quand ils disaient qu'ils ne voyaient pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'ils voyaient effectivement les mouvements des terroristes, mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Leurs bombes coûtent extrêmement cher, plus cher que la vie de 50 terroristes. Et ils ne peuvent pas abattre les terroristes. Juste, ils survolent pour les effrayer. C'est là où il nous a informé que comment se fait-il que le contribuable français puisse payer 2 millions d'euros, 1,5 milliard par jour pour le fonctionnement de la force Barkhane, juste pour nous protéger. Non, ça ne se fait pas. Nous l'avons toujours dit, ici ils sont en guerre de conquête. En guerre de conquête. Ils veulent le Sahel sans les Sahéliens. Pour vous dire que les accords de défense de 1960, les contrats léonins courent encore chez nous. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a eu à raconter, ce n'est pas vrai, je vous le dis, ce n'est pas vrai. On ne peut plus continuer à croire à ce genre de discours. À titre humanitaire, est-ce que si nous avons une souveraineté sur nos ressources, nous avons besoin à ce que la France vienne nous aider? Je vais vous dire une chose. Il aurait dû vous dire qu'est-ce que la France produit pour devenir une puissance. Je vous dis, la France ne produit rien, absolument rien. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources qu'ils transforment en richesse. Et aujourd'hui, la France est parmi les puissances.
La France ne va jamais quitter l'Afrique. La France ne va jamais accepter qu'on ait notre souveraineté. Voilà, merci beaucoup à la réalisation pour cet élément. Alors, je vais commencer avec vous sur ce sujet, Luc Michel. Vous venez de voir ces images et d'écouter aussi les propos de cet activiste africain à l'endroit de l'ambassadeur de France. Qu'est-ce que vous en pensez, a priori, Luc Michel? Confondre le cas de la France et des États-Unis. S'ils n'ont pas du tout le même agenda, ils ne sont pas dans les mêmes rapports de puissance et de domination impérialiste. Lorsqu'on écoute la propagande de Paris, il nous faut croire que le sentiment anti-français en Afrique, il reposerait sur, comme ils disent eux-mêmes, les médias et réseaux pro-russes. Ils accusent particulièrement Afrique Média. Mais il y a un livre qui est sorti au début de cette année en France et qui s'appelle « Le déclassement français ». Il explique comment la France est en recul partout dans le monde, au Proche-Orient en particulier, en Libye, en Liban et en Syrie, en Australie, dans l'océan Pacifique et évidemment en Afrique. Lorsqu'en 2017 Macron devient président, la France est l'allié principal des États-Unis en Afrique. Au bout de 5 ans, Macron, par son arrogance et son imbécilité, il faut bien le dire, il a perdu tous ses alliés. Aujourd'hui, la France, c'est un petit État en déclassement. Les généraux français nous expliquent qu'ils seraient incapables de faire une guerre de haute intensité contre la Russie. Aujourd'hui, l'armée française, c'est un corps expéditionnaire colonial qui est en train de se faire chasser partout d'Afrique. C'est cela qu'il faut retenir. La descente aux enfers, c'est celle de Paris. Mais lorsque les Russes et les Iraniens ont déclenché la guerre hybride au Proche-Orient et en Afrique, ils ont visé l'impérialisme français parce que c'est le ventre mou de l'impérialisme occidental. Le déclassement français sera suivi dans les 20 prochaines années d'un déclassement américain, britannique, allemand, belge, etc. Mais aujourd'hui, c'est le tour de la France. La maison France n'existe plus. Même en Europe, aujourd'hui, le binôme franco-allemand qui dirigeait l'Europe n'existe plus. Berlin s'est détaché de Paris et Macron peut faire croire qu'il est encore aux commandes. En réalité, la France ne représente plus rien. Alors, Gamal Abina, vous venez également de regarder ces images et dans un entretien exclusif accordé à Afrique Média, cet activiste qu'on a vu s'exprimer, qu'on a vu s'adresser donc à l'ambassadeur de France au Niger, a révélé sur Afrique Média que l'ambassadeur a d'ailleurs tenté de l'agresser. Selon vous, Gamal Abina, comment en est-on arrivé là? Il y a plusieurs éléments qui conduisent à ça, et c'est vrai que lorsque Luc Michel parle de ventre mou de la pointe occidentale du colonialisme, il distingue plusieurs colonialismes et plusieurs impérialismes. L'impérialisme français a commencé très tôt avec la Révolution française,
qui s'est mué en dictature napoléonienne et qui a essayé immédiatement de conquérir l'Europe. Donc la France est l'État le recordman au monde du nombre de guerres. Il n'y en a pas un qui fait plus de guerres que la France depuis la Révolution. Et en 200 ans, la France a montré qu'elle était capable de sortir de ses frontières, de conquérir des territoires bien au-delà de ce qu'elle possédait déjà. Donc elle a été d'abord en Algérie, puis en Afrique, enfin bref, et en Asie. C'est devenu un immense empire impérialiste qui était en concurrence avec un autre empire impérialiste qui était l'empire anglais. Je parle pas des Espagnols et des Portugais qui ont été très rapidement mis hors du jeu. Et effectivement, l'agenda français n'est pas l'agenda anglais ou américain. Pourquoi? D'abord parce que les Français ont leurs propres intérêts et que chaque État suit ses intérêts. Des intérêts économiques, vous l'avez bien compris, des intérêts de prestige. Et surtout parce que la France, qui avait des moyens considérables, a été par 2 fois affaiblie, même 3 fois on dira, pour être très précis, puisque c'est 4 grandes guerres perdues contre la Prusse puis l'Allemagne, en 70, en 14-18 et en 39-45. Donc la France a perdu de son prestige, de ses capacités offensives, de ses capacités industrielles militaires, parce qu'elle a été largement impactée par des guerres qu'elle a perdues et qui l'ont humiliée. Et ensuite, les États-Unis en ont profité après 45, avec les Anglais bien évidemment, mais ensuite séparément, pour affaiblir ces 2 grands empires coloniaux qui étaient l'Angleterre et la France. Donc ils ont surtout mis l'accent sur la destruction de l'empire français, puisqu'ils ne voulaient pas perdre ces empires africains et asiatiques. Preuve en est, on a eu des guerres en Asie avec la défaite à Dien Phu face aux Vietnamiens, et puis aussi des guerres en Afrique du Nord, particulièrement l'Algérie, un peu de Maroc et Tunisie, mais surtout l'Algérie, où elle a perdu tout son empire colonial. Donc la France est un pays qui est en déclin industriel, ça fait quelques années, une quarantaine d'années que l'industrie française est en déclin, puisqu'ils ont détruit tout ce qui était capacité industrielle, industrie lourde, production de fer, production d'acier, tous les hauts fourneaux ont été démantelés, et puis ensuite ils ont perdu les industries civiles, une grande partie, puisqu'ils ont délocalisé, et il ne leur reste plus que leurs industries militaires qui ont des capacités là encore très faibles, parce que trop chères et pas très concurrentielles par rapport aux productions américaines ou russes. Donc la France est un pays en déclin, qui est en concurrence avec les États-Unis, c'est évident sur le plan économique. L'idée que ce sont des alliés, c'est une vérité, mais ce sont des alliés stratégiques, ce ne sont pas des amis. Il ne faut pas confondre l'amitié et l'alliance de fait, parce qu'évidemment, ils ont en face d'eux des ennemis qui sont beaucoup plus dangereux de leur point de vue, et ils sont capables de se mettre d'accord entre eux contre ces ennemis. Mais il n'en demeure pas moins que la France est un pays qui est en déclin en Afrique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, d'un côté, chacun pousse son avantage, que tout le monde voudrait faire en sorte que là où la France partirait, eh bien d'autres prendraient la place, évidemment. Alors les Russes ont très bien compris la problématique puisqu'ils sont aux avant-postes, mais pas seulement, les Américains aussi jouent leurs cartes, chacun joue sa partition. Donc aujourd'hui, pourquoi la France est en déclin? Parce que l'arrogance naturelle et depuis toujours des Français, c'est de se croire supérieurs aux autres. Leur révolution était une façon de dire qu'ils étaient supérieurs. Les Lumières, c'était que éclairer le monde. L'idée qu'ils ont ce qu'ils appellent souvent un universalisme, donc l'idée que leur droit de l'homme universel doit s'appliquer de gré ou de force au reste du monde, c'est une façon encore une fois arrogante de dire que nous sommes les meilleurs. Mais dans les faits, bien la France est en déclin. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont plus les moyens. D'abord parce que c'est un pays vieillissant, ils ne peuvent pas mobiliser de jeunes pour aller faire la guerre. Ensuite parce que la guerre coûte cher, ils n'ont plus les moyens de faire la guerre puisqu'ils sont endettés. Et surtout parce que de toute façon, les objectifs militaires à défendre sont difficilement défendables vu que même les personnes chez qui ils prétendent aider les reçoivent avec beaucoup de réticence ou maintenant de dégoût. Donc la France recule sur tous les fronts. Elle n'a pas su montrer un visage avenant, bien au contraire, elle est toujours assez arrogante. Leurs militaires, je le rappelle quand même, ont quand même tiré dans les foules qui les conspuaient lorsqu'ils passaient du Mali au Tchad et du Tchad au Niger. Donc chaque fois qu'ils se déplacent avec leurs forces terrestres, eh bien ils sont mal vus parce que la relation avec l'Algérie est difficile, ça c'est normal, c'est historique, mais surtout parce que de l'autre côté, eh bien les Russes ont démontré, on commence à le mesurer, qu'au Mali, l'intervention russe a été en bout de 6 mois très efficace. Le recul de ce qu'on appelle les organisations terroristes est patent, alors que les Français se contentaient d'un statu quo de ce qu'on appelle, donc dans la stratégie militaire, un conflit de basse intensité. L'avantage de la basse intensité, ça oblige la présence militaire française de façon éternelle. Il y a quand même 9 ans de présence au Mali. Et surtout, la basse intensité, c'est les économies de bombes, de tirs, d'armement. Ça permet de garder une certaine tension face à l'ennemi qui est en face et qu'on ne bouscule pas. Et ça permet aussi de garantir que les Français se comportent encore une fois comme le père Fouettard qui va, soi-disant, sécuriser ces pauvres petits Africains qui sont de grands enfants et qui se rendent pas compte de ce qui se passe. Je
Je prends les termes français, bien évidemment. Donc aujourd'hui, la donne a changé parce que la conscientisation des peuples africains est indiscutable parce qu'ils comprennent ce qui se passe, ils comprennent les enjeux. Et puis encore une fois, je le dis et le répète systématiquement, les Français ne sont pas là-bas pour les beaux yeux des Africains, ils s'en fichent. On voit bien en Libye. Ils ne sont pas là-bas parce qu'ils ont des valeurs à défendre, ça n'est pas vrai. Ils sont là-bas parce qu'ils ont des intérêts économiques à défendre et uniquement des intérêts économiques. La France s'intéresse aux ressources de cette région et fait tout pour les conserver. Elle va les perdre, c'est évident, mais il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont toujours pas compris ce qui se passait. Et c'est vrai qu'entre la France et les États-Unis, c'est pas le grand amour, que la France a commis une énorme erreur récemment en se brouillant avec l'Allemagne, qui est la plus grande puissance industrielle européenne, que les Allemands ont compris qu'on les mettait en difficulté et qu'ils commencent à négocier en sous-main avec les pays considérés comme ennemis, et qu'évidemment les Français sont en concurrence avec comme beaucoup de nations, la Russie bien évidemment, la Turquie, l'Algérie, l'Angleterre, les États-Unis. Il y a du monde qui est en train de manœuvrer en Afrique parce que l'Afrique a tout intérêt à choisir un bon partenaire et que ces gens l'ont compris. Donc les Français sont les dindons de la farce. Une fois de plus, ils vont être les grands perdants de l'histoire et ils le seront parce qu'ils ont été arrogants, tout simplement. Merci pour ces analyses. Alors, Linda Larbaoui, on vous avez également regardé cette vidéo avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit bien que la France, d'une certaine façon, continue de se faire chahuter sur le continent africain. Le Burkina Faso, vous le savez, vit ces derniers temps au rythme des manifestations contre les institutions françaises depuis plusieurs semaines déjà. Un nouveau rassemblement a eu lieu, on en parlait il y a quelques jours, le 18 novembre dernier, devant l'ambassade de France à Ouagadougou, réclamant donc le départ de la présence française sur ce sol burkinabé. Linda Larbaoui, selon vous, est-ce qu'on pourrait vivre pire comme situation pour la France sur le continent? Vous savez, tout à l'heure, notre sœur Samira a rappelé une chose, la falsification de l'histoire. Le jour où l'Algérien a compris qu'on lui a falsifié son histoire parce que on avait détruit toutes ses écoles et on l'a fait rentrer dans l'ignorance, il avait compris également qu'il pouvait battre la France. La France n'a jamais été un pays puissant. La France a toujours négocié. C'est le pays qui a le plus de traités et d'accords. La France a pris ses forces quand la régence d'Alger s'est affaiblie. La régence d'Alger, c'est ce qui est l'Algérie aujourd'hui. C'est l'héritage. Et on remarquera actuellement, plus les Algériens y prennent de la force et plus la France recule. Qu'est-ce qui se passe avec ce territoire qui est la France? Ils sont enclavés entre l'Italie qui était une puissance et l'Espagne qui était une puissance en Méditerranée. Mais si on remonte vers le nord, on va trouver les Hollandais qui étaient une puissance également, les Suédois et le Royaume-Uni. Donc, ils n'ont jamais eu une véritable force, les Français. Ils ne l'ont jamais eu. Le seul moment où ils ont pu prendre leur envol et sortir de là, c'est quand ils ont acheté la Corse. Donc, ils ont avancé en Méditerranée. Et quand la régence d'Alger, suite à la guerre de Navarre-Varenne, justement l'Empire ottoman contre la Russie, s'est affaiblie et la moitié de la flotte était détruite. C'est à ce moment-là que les Français arrivent à rentrer sur le continent africain. Et ils envahissent l'Algérie. Mais s'il n'y avait pas eu des traîtres sur place, les Français n'auraient jamais eu une hégémonie aussi importante. C'était pas des endocolons à l'époque, puisque ce terme n'était pas employé, mais c'est plus les harkis, comme on les a appelés nous. Les harkis, le mot harki vient de haraka, des gens qui se déplacent. Le haraka, c'est se déplacer, c'est le mouvement. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu tous ces gens-là qui avaient aidé justement, on a retrouvé par exemple l'armée des Spahis. Les Spahis, c'était l'armée du Dey qui, elle, s'est retrouvée sans travail et qui s'est alliée aux Français. Nous avons une historienne avec nous, elle pourra en dire beaucoup plus que moi concernant tout ça, certainement. Mais les Français n'ont jamais été aussi puissants. Les États-Unis ont avancé pour étendre leur hégémonie avec des nouvelles armes, avec leur marine. Les Anglais, pareil. Et les Français, c'est avec quoi? Avec la culture, avec la langue de Molière, avec la gastronomie. Alors qu'il n'y a pas, moi je suis dans ce domaine, mon fils a fait l'école hôtelière, il n'y a pas de gastronomie française. L'artichaut, il porte son nom, c'est Abou Chouk, il vient des pays arabes.
Le riz ne vient pas de France. La blanquette de veau, elle est accompagnée de riz, donc c'est pas un plat français. On nous a fait croire à tout ça. On nous a fait croire que la France était une puissance, alors que il y a toujours cette dette de blé. Donc la régence d'Alger leur donnait leur nourriture, elle les a dépannés au moment où Napoléon s'est retrouvé encerclés par tous les Européens, assiégés et puis boycottés, et plus personne ne voulait les aider. Qui c'est qui les a aidés? C'est la régence d'Alger. On leur a donné à manger, ils sont venus nous envahir. Et ben aujourd'hui, il n'y a pas de gaz, comme ça, il n'y a plus d'invasion. C'est clair, l'Algérien apprend de ses erreurs. Donc la France en elle-même n'a jamais été un pays très puissant. Elle l'a jamais été, elle ne le sera pas. C'est comme ça, il y a des choses qui sont dans les gènes. Prenez les Tatars, ils sont connus pour être guerriers. Les Berbères sont connus pour être guerriers. Il y a des tribus en Afrique, on sait très bien que c'est pas des guerriers, mais des tribus guerrières, mais il y en a d'autres, oui. Donc il y a des choses que nous avons dans les gènes. Aujourd'hui, le français, eh ben, ils sortent pas pour dire je veux pas, ils sortent pour leur ventre, ils sortent parce que les factures sont élevées, ils sortent pas pour dire on veut plus des Américains qui nous pompent et ce dollar qui est en train de nous ruiner. C'est ça le français. Et le jour où toute l'Afrique comprendra ce que l'Algérien a compris en 45, parce que ils ont vu que les Français face aux Allemands c'était rien, en 14-18 c'était pareil. Donc le jour où l'Africain et il commence à comprendre que la France n'a jamais été une puissance. On lui a donné, on l'a aidé à être une puissance. Si la France est restée en Algérie 132 ans, c'est parce qu'il y avait des traîtres parmi nous. Et en 54, justement, il y a quelque chose qui s'est constitué où si tu es avec la libération de l'Algérie, tu es contre l'Algérie. Et c'est ça qui a fait un terme à cette colonisation. Et c'est ça aussi qui a fait un terme à la présence de la France en Afrique. Ça a commencé à partir de là, parce que le reste, il fallait juste attendre un peu que les choses se passent, que les gens comprennent, que l'information arrive. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. On parle du panafricanisme des années 60 et 70. En vérité, c'est la continuité que nous vivons. On n'a rien inventé du tout. Donc la France, pour terminer, n'a jamais été aussi puissante qu'on le pense. On lui retire ses tentacules en Afrique, les traîtres que nous avons en Afrique, et la France n'existe plus. Alors Samira, vous, que pensez-vous de ces images qu'on a regardées tout à l'heure, de ces propos? Vous parlez tout à l'heure du ras-le-bol qu'ont désormais les Africains vis-à-vis de la puissance coloniale, entre guillemets. Alors que pensez-vous de ces propos justement adressés de façon sévère tout à l'heure à l'ambassadeur, un ambassadeur français par cet activiste africain, mais aussi et surtout de ces manifestations? On a observé justement ces manifestations grandeur nature à Ouagadougou contre la présence française il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, on peut ajouter que les intérêts économiques, politiques et financiers de la France en Afrique disparaissent en même temps et au même rythme que leur influence culturelle. Aujourd'hui, les Africains sont en train de reprendre possession de leur héritage historique, et cette reprise de possession rejette en même temps cette influence française, rejette la langue française, rejette l'hégémonie culturelle qui a été imposée aux peuples d'Afrique qui ne peuvent même pas utiliser leur langue natale pour pouvoir s'exprimer dans les médias ou dans le système scolaire, le système. J'ai rencontré il y a quelque temps une personne d'une grande valeur qui est originaire d'Afrique de l'Ouest, qui m'a parlé un peu de ces différents projets et qu'elle ne peut pas toujours mettre en place de manière, on va dire, spontanée, naturelle, du fait de l'influence culturelle de l'Europe et en particulier de la France. Bon, on parle de la France, mais il y a également les autres pays qu'il faut
dont il faudrait rappeler, on va dire, les dégâts qui ont été faits au niveau historique et au niveau culturel par rapport à l'Afrique. On parle, notre amie Lina a parlé tout à l'heure de la régence d'Alger. L'histoire géopolitique d'ailleurs du bassin méditerranéen a été réduite à des actes de piraterie. Tout ça, c'est de la propagande qui avait pour objectif de projeter une image extrêmement négative de l'Afrique et des Africains afin de prendre possession de leur territoire et de leurs richesses. Et la prise de possession du territoire et des richesses s'est fait par une fabrication, une préfabrication d'une histoire, et les Européens se sont présentés en victimes d'actes qualifiés de barbares, lorsqu'il s'agissait par exemple d'une perspective sud-nord, et lorsqu'il s'agissait par exemple de mettre en exergue tous les crimes de guerre qui ont été commis par les Européens et par la France en particulier en Afrique. On essaye de mettre en avant une perspective qui voudrait s'inscrire dans une mission civilisatrice. Les États d'Afrique du Nord auxquels il se devait de donner une correction bien méritée, parce que c'était des États voyous dont il fallait donc conquérir les territoires afin en même temps de leur apporter la civilisation européenne, comme si les Africains n'avaient pas de civilisation et n'avaient pas de droit à la parole. Donc aujourd'hui, les Africains se sont rendus compte qu'en réalité, les États voyous et ceux qui mériteraient quelque part d'être corrigés, en tous les cas au niveau des pages de l'histoire, ce sont les pays européens, car ils ont été attaqué l'Afrique, ils ont attaqué l'Algérie, bien entendu, pendant 132 ans. Ils ont fabriqué toute une histoire qu'ils continuent de diffuser jusqu'à aujourd'hui par le biais de la 5e colonne qui travaille dans le domaine culturel. Parce que tant qu'il n'y a pas de souveraineté culturelle au sein des pays africains, que ce soit l'Algérie ou les autres pays d'Afrique comme le Mali ou les autres, il n'y aura pas de reprise de possession de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale se doit obligatoirement de se faire également par cette souveraineté culturelle. La souveraineté culturelle, c'est reprendre possession de notre héritage historique, de le transmettre, parce que l'héritage historique permet de redimensionner les faits dans le temps, et que ce soit par rapport au passé des peuples ou par rapport à leur présent, et surtout de préserver également leur avenir, parce que ce qui a été perdu par le passé ne peut être également perdu dans le futur, et le rejet donc de la France et des Européens de manière générale se fera par cette reprise de possession de l'héritage africain. Et ça permettra également aux Africains de se protéger de cette influence néfaste qui leur a permis en fait de venir piocher dans ces territoires comme si c'était quelque part le supermarché de l'Europe. Donc face à une injustice qui a duré trop longtemps, il y a maintenant non plus un sentiment d'incompréhension face à ce qui s'est passé durant ces derniers siècles, mais il y a maintenant un sentiment de rejet et une volonté de respirer en dehors de cette intoxication culturelle qui nous a été imposée par les puissances coloniales jusqu'à aujourd'hui. Et elle ne se fera qu'avec une souveraineté culturelle. Et lorsque je parle de souveraineté culturelle, j'insiste sur le fait que il y a eu également un travail qui a été fait par des spécialistes de l'archéologie, par exemple, et du colonialisme, et qui s'est rendu compte qu'en réalité, lorsque le colon a quitté le pays qui était colonisé, il a laissé à des postes clés de la culture, de l'éducation, ceux qui allaient continuer à diffuser une désinformation historique qui a pour objectif également de louer les bienfaits de la colonisation occidentale. Et tant qu'on n'aura pas remis de l'ordre dans les domaines culturels, éducatifs, on ne peut espérer que la politique ou l'économie ou la finance aille bien loin.
Alors, Luc Michel, vous avez également suivi de près ces manifestations à Ouagadougou, et dans la foulée de ces manifestations, on sait que le gouvernement, par le biais, par la voix de son porte-parole, a appelé les populations au calme et à la retenue, je cite, au risque de plonger notre pays dans un cycle de manifestations sans fin, préjudiciable à nos objectifs de paix, de stabilité et de sécurité recherchés par nos populations. Le porte-parole du gouvernement a notamment invité la jeunesse à ne pas se laisser divertir et à se focaliser, au contraire, sur les objectifs de défense opérationnelle dont la guerre totale que le pays mène contre le terrorisme, plutôt que sur des manifestations du genre dont les bénéfices pour la cause de la lutte de notre peuple restent à prouver. Fin de citation. Alors Luc Michel, lorsqu'on entend ces paroles de la bouche du gouvernement burkinabé, est-ce que cela voudrait dire que dans le même temps, le gouvernement burkinabé finalement se focalise désormais sur la réelle recherche, cette fois-ci, de la stabilité et de la paix dans leur pays, se consacre véritablement cette fois-ci à la lutte contre le terrorisme, la vraie, avec bien sûr le concours de ces nouveaux alliés peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi je ne partage pas ce discours-là, parce que c'est un discours qui est hérité de l'ordre néocolonial. On explique notamment que le problème de l'Afrique, c'est le terrorisme, alors que le problème de l'Afrique, c'est le néocolonialisme et l'exploitation. Il faut donc... l'Afrique, elle a été dominée depuis l'arrivée des Portugais et des Espagnols au XVe siècle. Elle a été dominée parce qu'il y avait des 5e colonnes africaines. C'est eux qui ont permis l'esclavagisme, qui ont permis ensuite le néocolonialisme. Par exemple, je prends l'exemple de Léopold II, lorsqu'il a conquis à titre personnel le Congo, il a fait venir des populations africaines militaires d'Angola jusqu'au Katanga. Il y avait moins de 500 officiers, sous-officiers coloniaux belges. Ils encadraient des dizaines de milliers d'hommes de troupes africains qui ont conquis le Congo pour Léopold II, le boucher, et qui ont imposé l'ordre colonial, c'est-à-dire l'exploitation, les mains coupées et un génocide de millions d'habitants. La première chose pour laquelle l'Afrique doit se libérer, et Kadhafi ou Sankara l'avaient compris, aujourd'hui on vient que des Massogo l'a compris, l'Afrique doit commencer par se libérer de ces 5e colonnes, ce qu'on Lénine appelait les bourgeoisies compradors. Tant que le colon aura des complices, évidemment, la libération de l'Afrique ne sera pas possible. Est-ce qu'il est possible, on a pu écouter il y a quelques jours la déclaration du ministre français des armées, Sébastien Lecornu, qui d'une certaine façon dit ne pas écarter, enfin dit que Paris n'écarte pas finalement la possibilité du départ de ces forces spéciales du Burkina Faso. Est-ce que vous pensez que tout cela finalement c'est peut-être dans la foulée de ces manifestations? Est-ce que le continent africain est véritablement et finalement en train de se libérer? Et que pensez-vous si finalement ces forces françaises quittent aussi le Burkina Faso? Est-ce que on observera là une reconfiguration sécuritaire totale dans tout le Sahel? Écoutez, l'impérialisme français, il est pris entre le marteau et l'enclume. L'enclume, ce sont les masses panafricaines qui sont en train d'infliger aux Français des défaites militaires. Le marteau, c'est l'impérialisme américain. Depuis 2006 et la constitution de l'Africom, les Américains ont décidé de prendre directement en main le colonialisme en Afrique. Et actuellement, ils ont un projet, c'est de redéployer les Français en mer Rouge et dans la Corne de l'Afrique, et de prendre le contrôle du précaré français. C'est le marteau. C'est ce double phénomène qui permet l'éjection des Français d'Afrique. Mais les Américains font un mauvais calcul. Leur projet d'américanisation, notamment de la guerre du Sahel, elle ne repose que sur une chose. Ils n'ont pas compris que les Français seraient les premiers à partir. Ils ne seront pas remplacés par les Américains. Les Américains et leurs alliés de l'OTAN seront ensuite chassés. C'est ce que les Russes et les Iraniens ont compris. Mais l'Afrique ne doit pas se tromper.
L'Afrique a besoin des alliés russes et iraniens. Ce n'est pas une alternative. Comme dans les dernières décennies de la guerre froide, l'Union soviétique a permis aux derniers empires coloniaux, les Portugais notamment, en Angola, au Mozambique, de se libérer des Portugais. Aujourd'hui, la Russie qui est revenue en Afrique va permettre aux masses panafricaines de se libérer définitivement. Tout simplement parce que les Russes ou les Iraniens savent ce qu'est le colonialisme. Vous savez, pendant la décennie d'Eltsine qui a suivi la destruction de l'Union soviétique, les Occidentaux ont tenté de coloniser la Russie. C'était l'époque des oligarques auxquels Poutine a mis un terme. Et les Iraniens, eux, ils ont subi directement un siècle de colonialisme, des coups d'État, comme celui contre Mossadegh au début des années 50. C'est la réponse à tout cela. Le peuple russe, le peuple iranien et le peuple chinois, ils savent ce que c'est le colonialisme et ils ne veulent pas l'infliger aux Africains. Michel, merci pour cette analyse. C'est vrai que je posais la question à Gamal Abina. Alors Gamal Abina, je disais que Paris, dans la foulée des manifestations d'il y a quelques jours, n'écarte plus finalement la possibilité d'un retrait de ces forces spéciales du Burkina Faso. Alors comment le comprendre quand on sait que dans le fond, Paris souhaite véritablement conserver une présence militaire au Sahel, puisque le ministre de la Défense a mis en garde sur le fait que la déstabilisation justement des forces spéciales françaises, leur départ, aurait un impact épouvantable sur les pays du Sahel. Bon, ça, c'est toujours pareil, c'est le discours classique après moi le déluge, hein, c'est ce que disait Pharaon. Les Français ont parfaitement compris les enjeux, ont parfaitement compris les concurrences qui sont sur place. Je rappelle, alors il y a deux choses qui sont très importantes. D'abord, ne pas sous-estimer l'adversaire. Je veux bien entendre que la France n'est pas une grande puissance militaire, parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus les moyens économiques de garantir cette assise militaire, c'est vrai. Mais la France est une très grande puissance industrielle militaire. D'ailleurs, c'est la seule industrie qui reste en France en dehors du luxe, c'est l'industrie militaire. C'est-à-dire que ça, ils ne l'ont pas cédé. Il n'y a aucune délocalisation dans la production militaire française. C'est un pays qui est capable de produire aussi bien du militaire que de l'espace, hein, donc c'est des gens qui sont très forts dans l'enseignement, et c'est des gens qui sont très avertis de ce qui se passe. Il y a une arrogance qui les aveugle, c'est vrai, mais il y a des réalités qui s'imposent avec des conseils qui parlent à Macron, évidemment, qui a tendance à faire un peu tout et n'importe quoi. Donc je rappelle aussi une autre chose historiquement, c'est que les empires coloniaux, qui ont été constitués essentiellement de l'Espagne, Portugal, France, Angleterre, puis un peu de Hollande et des miettes pour la Belgique, même si elle a bien négocié, ou l'Allemagne, mais les empires coloniaux se sont faits effectivement avec des pays qui se détestent cordialement. N'oublions jamais, et c'est important de le rappeler, que la France a fait la guerre à l'Espagne, que les États-Unis ont fait la guerre à l'Espagne et au Portugal, que l'Angleterre faisait la guerre à la France, à l'Espagne et au Portugal. C'est ces gens qui se battent pour avoir de l'argent et des empires. Donc ils se sont battus évidemment entre eux sur le terrain européen, mais aussi pour détruire les colonisations tenues par l'Espagne et le Portugal, pour les écarter du jeu. Ces grandes puissances thalassocratiques, donc on appelle thalassocratiques, qui viennent de la mer, qui sont déployées par la mer, sont des puissances qui sont en concurrence. Ce ne sont pas des amis, c'est une idée reçue. C'est-à-dire, si on pense que ces gens-là sont des amis, eh bien on s'aveugle. Et en revanche, il faut aussi se rappeler que quand il y a les cinquièmes colonnes dans des pays qui sont conquis, c'est que ces pays étaient fragiles. Genre, on voit Ben Nabi qui parle de colonisabilité. Ces pays avaient donné la possibilité d'être colonisables parce qu'effectivement, les traîtres qui étaient à l'intérieur, et ils ont existé, ont ouvert les portes parce que ces pays n'ont pas su empêcher l'entrée des forces coloniales sur leur terre. L'Algérie était conquise de façon au départ aléatoire, c'était pas évident quand il rentre Sidi Ferrouj qui conquérait le territoire. Il y a eu des conquêtes qui ont duré des années, ça a été des batailles. L'Algérie n'a jamais été vraiment conquise parce que ça a duré 132 ans et jamais, une seule fois, pendant 10 années, l'Algérie a été pacifiée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de révolte, de bailliarde, de contre-révolution. L'émir Abdelkader a mené une guerre qui a duré 17 ans, à l'est, à l'ouest, bref. Donc, c'est dire que le colonialisme s'est installé sur la base d'une faiblesse chronique qui était déjà enregistrée, c'est-à-dire que l'Occident avait bénéficié de quantités faramineuses d'or pour pouvoir faire la guerre, puisqu'ils ont conquis l'Amérique du Sud, donc ça leur donnait les moyens de pouvoir conquérir le reste du monde, et surtout, ces quantités d'or ont payé des armées qui ont permis cette guerre. C'est pas qu'ils étaient plus forts ou plus intelligents, c'est qu'ils avaient les moyens financiers de mener ces guerres parce qu'ils ont écrasé l'Amérique du Sud. Et donc, c'est pas un hasard si 1492 ou à la chute de Cordoue, elle a découvert des Amériques. Donc, pour répondre à la question directement que vous me posiez, est-ce que la France prend conscience de ce qui se passe en Afrique et elle nous annonce que ce sera la catastrophe si elle partait? Bon, ce sera pas la catastrophe pour les Africains, évidemment, puisqu'ils vont prendre leur destin en main, mais sur le plan idéologique, sur le plan de la possession des richesses minières de la région, c'est de la catastrophe pour la France. Si elle n'est pas capable de garder
ce fil conducteur qui permettait d'alimenter ces industries, si elle n'est pas capable de conserver ses prérogatives dans la région, et surtout si elle est évincée par la Russie, par exemple, dont aujourd'hui on considère qu'elle est pratiquement un ennemi. Eh bien, la France, effectivement, s'inquiète de cela. Le seul moyen pour qu'elle... Là, ils ont opéré un redéploiement, un recul, puisqu'ils ont été chassés du Mali, et ils veulent maintenir une politique de soft power. C'est-à-dire que sur le plan militaire, ils peuvent rien faire parce que de toute façon, ils sont pas acceptés, mais ils se disent à tout perdre, autant montrer que la France est un pays sympa, que finalement, si on part, c'est la catastrophe, et que votre intérêt, c'est qu'on collabore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France propose une politique de collaboration. Non plus de présence directe, mais une présence indirecte avec ce qu'on appelle des forces supplétives qui travailleraient pour les intérêts français. Donc il ne faut pas sous-estimer la fourberie des dirigeants français, ils sont très intelligents. Il ne faut pas sous-estimer leur capacité de déstabilisation, ils l'ont prouvé 10 fois, aussi bien au Burkina, en passant par avec l'assassinat de Sankara, en passant par tout un tas de pays d'Afrique, où à chaque fois ils faisaient des coups d'État téléguidés, ou l'autre versant, le côté, on est faussement sympathique, on est là pour vous aider, on va collaborer, on va s'arranger, vous inquiétez pas. Ça, c'est de la stratégie militaire et politique qui est très bien amenée. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont en difficulté, parce que les populations les détestent, et ça c'est un fait. Ils les détestent pas au départ parce qu'ils détestaient les Français, ils détestent ce que les Français ont fait pendant 8 ans là-bas, c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'ils ont démontré qu'ils étaient incapables d'en finir avec le terrorisme, les populations leur en veulent pour ça, il y a à peu près, je crois, une trentaine de milliers de morts dans la région à cause d'une gestion calamiteuse de ces mouvements terroristes, et ils commencent à se dire que les Russes, au moins lorsqu'ils interviennent, bah, c'est radical, c'est violent, on le voit très bien, on le voit d'ailleurs au Burkina actuellement, mais le résultat est là, c'est qu'effectivement ils obtiennent des résultats de pacification de la région de façon noble du terme. Donc il y a deux aspects qu'il faut retenir. Les Français restent quand même dangereux. N'oublions jamais ce qu'ils représentent comme pouvoir. Ils n'ont pas conquis la moitié du monde s'ils étaient faibles, c'est pas vrai. Et deuxième chose, n'oublions jamais qu'ils sont aussi fourbes et qu'ils sont capables de transformer ces positions militaires en positions politiques pour conserver leurs intérêts dans la région. Donc restez très vigilants. La France reste une puissance avec laquelle compter. Ne comptez pas sur l'idée que l'Occident va s'effondrer. Il ne s'effondrera pas, il va reculer. C'est pas pareil. Ça restera des puissances importantes et des puissances dominantes dans le monde, mais ils sont en concurrence avec d'autres puissances dominantes qui ont émergé. Tout à l'heure, Luc Michel a rappelé l'assassinat de Mossadegh en 53. Ce n'est pas un hasard, c'est que c'était une question de pétrole et de souveraineté nationale iranienne. En 79, l'Iran se débarrasse des colons, des néocolons qui tenaient le pouvoir avec le Shah d'Iran. Eh bien, le monde est en train de basculer dans une position où il s'est divisé en deux parties. D'un côté, l'Est qui a connu la colonisation, faut le reconnaître, et le côté l'Ouest qui est néocolonialiste. Eh bien, cette division du monde en deux parties fait que aujourd'hui, les acteurs africains peuvent choisir leur camp et peuvent le choisir en toute quiétude. Et la différence entre le conflit Est-Ouest des années 40, 50, 60 et 80 avec celui d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il y avait une idéologie qui était sous-jacente, c'était le communisme qui menait pas au bonheur, contrairement à l'idée qui étaient reçues. Mais aujourd'hui, ce communisme n'existe plus. Maintenant, on parle avec les mêmes armes, on parle avec la même volonté de réussite, mais le monde se partage entre les colons ou néocolons et les non-colons et néocolons qui ont tous à cœur de s'enrichir, de réussir et se développer. La différence est monumentale et la victoire, cette fois-ci, risque peu probablement de revenir à l'Ouest. Bien, merci beaucoup Gamal Abina pour cette analyse. Alors, puisqu'on parle dans ce sujet à la fois de la mobilisation populaire contre la France au Sahel et par ricochet de la guerre en Ukraine pour tenter de montrer justement du réel visage de la guerre en Ukraine, pour tenter de montrer comment ou alors en quoi est-ce que Paris et ses alliés, notamment Washington, aurait entamé une descente aux enfers. J'aimerais avec vous, Samira Bentourki, qu'on revienne peut-être sur ces propos de l'ex-président russe Dmitri Medvedev il y a quelques jours. Il a affirmé, Dmitri Medvedev, que les États-Unis abandonnent toujours leurs amis et donc que l'Ukraine subira le même sort. Alors, comment comprendre cette affirmation, cette assertion de Dmitri Medvedev? Parce qu'il a dit qu'avec la prise de contrôle des Républicains à la Chambre des représentants, il a dit en fait que cette prise de contrôle des Républicains à la Chambre des représentants marque d'une certaine façon le début de la fin du soutien américain à l'Ukraine. Et donc, dans cette perspective, les États-Unis ont toujours cette propension à abandonner leurs amis et donc la possibilité que l'Ukraine subisse le même sort est énorme. Qu'est-ce que vous en pensez? Samira, est-ce que vous... Activez votre micro, Samira, on ne vous entend pas. Ça y est, c'est fait. Donc, en ce qui me concerne, le fait que les Républicains aient repris possession, enfin,
possession entre guillemets de la Chambre des représentants ne changera pas du fait de leur appartenance politique, parce que les républicains, ne l'oublions pas, ont provoqué un certain nombre de guerres durant ces 30 dernières années dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Ça, c'est le premier point. Le point positif, c'est que si Trump revient au pouvoir, là, à ce moment-là, ça changerait la donne par rapport à la géopolitique mondiale, dans le sens où Trump n'est pas du tout ne soutient pas la politique belliqueuse des États-Unis à travers le monde, sous couvert de démocratie et de mission civilisatrice, comme le reste pardon, excusez-moi. Donc pour moi, en tous les cas, elle finira peut-être par l'abandonner, mais si on doit reprendre la géopolitique du bassin méditerranéen jusqu'au début du 19e siècle, ce qui peut être mis en exergue, c'est la position de l'Algérie par rapport à tous ces pays, à tous ces futurs colonisateurs de l'Afrique. C'est que l'Algérie avait joué un rôle extrêmement important au niveau de l'Europe, au niveau de la Méditerranée, mais également au niveau de l'Amérique. L'Amérique a subi beaucoup plus de la part des pays européens de l'époque, qui essayaient de la mettre à terre parce que c'était une jeune nation qui voulait prendre entre guillemets sa part du commerce mondial. Et à ce moment-là, ses amis qui étaient donc soi-disant, les Français étaient soi-disant donc les amis des Américains, et un certain nombre d'autres pays qui, au fur et à mesure que les documents secrets du gouvernement américain ont été entre guillemets accessibles aux chercheurs, se sont rendus compte que cette amitié qui est affichée par les pays occidentaux n'est qu'une image extrêmement superficielle, car une fois effectivement que les intérêts des uns ne sont plus représentatifs de l'intérêt des autres, eh bien chacun essaiera de tirer la couverture à lui. Les États-Unis le feront de toutes les façons, ils l'ont déjà fait par le passé, et ce qui est en train de se passer déjà au niveau de la politique américaine par rapport à l'Europe souligne le fait qu'ils cherchent uniquement leurs intérêts et pas l'intérêt des Européens, que ce soit d'un point de vue étatique ou d'un point de vue population européenne. Donc ils le feront, ça c'est certain, mais il faut replacer tout cela dans un contexte nouveau. Le fait que maintenant les pays d'Afrique sont en train de se réveiller, que les pays africains sont en train de rejeter en bloc l'Occident, et l'Occident pour eux c'est l'Europe, mais c'est également les États-Unis. Le fait de prendre position maintenant pour la Russie contre les autres ne changera entre guillemets pas grand-chose, on va dire, tant qu'ils ne reprendront pas possession de leur souveraineté dans toute son entièreté. On ne va pas à chaque fois mettre l'avenir de l'Afrique entre des puissances qui sont étrangères à ce continent. Il faut et ça c'est extrêmement important. Bon, l'Algérie par exemple ou le Mali a rejeté la langue française. En tous les cas pour le cas de l'Algérie, pour mettre en place la langue anglaise, c'est simplement déplacer le problème. On ne fait que déplacer les problèmes, et tant qu'il n'y a pas une reprise entre guillemets en main de l'avenir des Africains, parce que ce qui m'intéresse c'est l'avenir des Africains avant tout, la reprise de possession de leur souveraineté culturelle par le biais de la transmission de leur héritage historique, on n'ira nulle part. Pour moi, c'est simplement un déplacement. Il faut pas mettre les mains, entre guillemets, l'avenir des Africains entre les mains des Russes au détriment, entre guillemets, des Européens ou des Américains, simplement pour jouer la carte du jour.
Il faut simplement qu'il y ait, qu'il y ait des alliances, c'est une chose qui est positive et même louable, mais il ne faut pas mettre notre avenir entre les mains des uns et des autres. Il faut une souveraineté nationale et une souveraineté du continent africain. Donc on a bien compris que selon vous, il faut une souveraineté qui émane tout d'abord des Africains et non d'une puissance quelle qu'elle soit. Alors Linda Larbaoui, on observe aujourd'hui un changement de paradigme qui montre à suffisance, comme le disait tout à l'heure Gamal Labina, que l'hégémonie du monde occidental a énormément reculé, même s'il ne s'est pas effondré. Il a précisé. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est à côté de cela, est-ce que c'est aller beaucoup plus loin, comme le reconnaissent déjà certains analystes qui disent qu'en géopolitique, tout comme en économie d'ailleurs, le déclin de l'universalisme occidental aujourd'hui est acté? Bien sûr que oui. Quand on voit l'empire omeyyade qui s'est étendu jusqu'en Andalousie, et ben en 1492, c'est une année cruciale et j'en avais parlé une fois, c'était la chute de Grenade. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu en Europe tout un mouvement de comment on appelle ça, une renaissance. C'est à partir de là qu'il y a eu la Renaissance. Et à partir de là que les Occidentaux ont commencé à s'épanouir un petit peu. Mais de l'autre côté, il y a eu un autre empire qui est né, c'est l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman ne pouvait pas s'étendre tant qu'en Méditerranée, ils n'avaient pas un autre point de chute. Et il s'est étendu quand il y a eu la régence d'Alger. C'est à partir pour faire barrage justement aux Occidentaux et aux invasions. Donc, quand il y a un déclin d'un côté, il y a une renaissance de l'autre. J'ai parlé tout à l'heure de la France, l'hégémonie française. Vous aurez remarqué là depuis le Hirak, l'Algérie avance et la France recule, et ça c'est la géopolitique qui le dit, c'est comme ça. Surtout en Méditerranée. La Méditerranée, c'est pas grand, c'est petit. Il peut pas y avoir de force. Il y a eu deux exceptions, et les deux exceptions, c'était l'Empire romain avec la Numidie, mais en vérité c'était le même empire. Et puis il y a eu aussi l'Empire ottoman et la régence d'Alger. Et c'était pareil, la régence d'Alger, c'était la Khilafa, donc on était alliés à l'Empire ottoman. Donc c'est différent. En dehors de ça, eh ben, plus les Espagnols ont avancé, plus nous avons reculé, ou vice versa. Ce qui concerne l'Afrique aujourd'hui, l'Algérie, c'est la profondeur de l'Algérie, et en défendant le Mali, je parlais souvent de l'Algérie, beaucoup ne comprenaient pas. Cette profondeur, elle est immense par rapport à toutes les tribus qu'il y a là, tous ces mouvements qu'il y a. Il y a une famille, la famille Rouma en Algérie. Al-Bakri Rouma, c'est une famille touareg, et de père en fils, ils sont sénateurs. Au décès du père il y a 2 ans, c'est le fils qui a pris le relais. Et pour la première fois, l'Algérie a décidé de le déplacer. Ce n'est plus à Tamen Rasset qu'il est, mais c'est à Illizi. Illizi, c'est un coin stratégique, on n'est pas loin. C'est les 3 frontières, Niger, Mali et Algérie. Donc, quand on voit un peu ce qui se passe actuellement, on comprend très bien. Cet homme-là, les Touaregs fonctionnent différemment que nous. Ils ont l'allégeance, comme on dit en arabe, al-wala, c'est l'allégeance. Un chef de tribu est écouté. Et la famille Rouma commande à peu près 200 tribus du Sahel. Donc déjà, là, on voit que l'Algérie a une carte très importante. J'ai parlé aussi de la Zaouia Tidjaniya. La Zaouia Tidjaniya, elle était, quand on a commencé, il y a eu un mouvement contre Macky Sall. C'est bizarre, mais on a vu Zaouia Tidjaniya qui s'est déplacé jusqu'au Sénégal, ça a calmé les esprits. Zaouia Tidjaniya, au moment où c'était calme au Tchad, et ben la Zaouia Tidjaniya est arrivée. Et puis là, on voit qu'il y a un mouvement anti-français. Il y a des cartes comme ça que les Africains, ils ont entre les mains, mais ils savaient pas s'en servir, ils savaient pas comment s'en servir déjà. Et l'Algérie joue un rôle crucial dans cette libération.
En 1994, c'est les Américains qui ont rendu un rapport qui a été fait en quelques années, c'était pas du jour au lendemain. Et le président, je remercie, mais le président Tebboune, il en a parlé il y a pas longtemps. L'Algérie est un pays qui joue un rôle crucial dans la région. Il y a une influence. Elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Le jour où l'Algérie a sombré dans le terrorisme, c'est les pays aux alentours qui ont été touchés. L'Algérie s'est stabilisée. On voit que les pays commencent à se stabiliser. Donc cette profondeur en Afrique et la côte, les presque 1300 kilomètres de côte face à l'Europe, pas très loin, à 110 kilomètres de l'Espagne, et puis à peu près la même chose la botte italienne. Donc tout ça joue un rôle. Nous, le peuple algérien a toujours été confronté à ces invasions. Et le fait d'être tout le temps confronté à ces invasions, on apprend à se défendre et on devient guerrier par la force des choses. Et le jour où ça arrive, où c'est une question de vie ou de mort et une question existentielle, et ben là, en chasse naturelle, il revient au galop. Donc l'Algérien est toujours revenu. C'est un pays où il y a eu beaucoup de civilisations qui sont nées, il y a eu beaucoup d'États, c'est un pays aussi où on retrouve 14 ou 15 capitales qui concernent uniquement ce territoire-là. Donc la France n'a plus de place, le néocolonialisme n'a plus de place s'il négocie pas avec Alger. Ça c'est clair. D'autant plus, là on va passer à un autre sujet, c'est l'armée algérienne qui est revenue en force. Et ça va jouer encore plus un rôle pour la libération du Sahel. Et les tribus sahéliennes, elles ont un lien de sang avec le territoire algérien et la profondeur algérienne. Linda Larbaoui, voilà, on va, avant de sortir, revenir rapidement sur ces exercices militaires conjoints qui ont eu lieu entre l'Algérie et la Russie. C'est notre troisième et dernière thématique d'ailleurs. On va rapidement dire un mot là-dessus, tous les quatre, et puis on va sortir de cette émission. Alors je vais commencer avec vous, Samira Ben Tourkiye, pour parler notamment des objectifs même de ces manœuvres militaires russes. On sait que les manœuvres conjointes russo-algériennes appelées bouclier du désert ont pour, de façon générale, mettre en pratique les tactiques antiterroristes des deux pays, dans des environnements désertiques, et illustrent le degré de coopération militaire entre Alger et Moscou. C'est du moins les explications qu'on a jusqu'ici. J'aimerais juste qu'on dise un mot là-dessus pour ce qui est de l'environnement même. Voilà, l'environnement choisi. Pourquoi l'Algérie? Pourquoi le Sahel? Selon vous, ces manœuvres conjointes militaires entre les deux pays, c'était une première sur Terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Samira, est-ce que vous m'entendez? Activez votre micro, Samira, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez répéter juste la dernière phrase, s'il vous plaît? Allez-y, on vous écoute. Oui, en ce qui concerne les manœuvres militaires algéro-russes, eh bien, par rapport à leur objectif, il est clair qu'il a plusieurs visées. La première visée est l'entité sioniste dont les bases se trouvent maintenant au Maroc et qui a bien entendu pour objectif non avoué la destruction de l'Algérie. Donc c'est un message qui est passé aussi bien au Maroc qu'à l'entité sioniste. Par ailleurs, il y a également un message clair, net et précis qui est envoyé à l'OTAN, aux États-Unis, à tous ses alliés, qu'il y a maintenant, on va dire, un bloc peut-être sud et est, qui peut faire face également à toute attaque visant l'Algérie, sachant que déjà d'un point de vue maritime, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un développement
et un développement extrêmement positif pour l'Algérie et également pour l'Afrique de ce domaine maritime qui permettra aux Algériens et aux Africains non seulement de reprendre possession d'un milieu que j'appellerais naturel, qui est celui de la mer, et qui leur a permis pendant plusieurs siècles de dominer donc toute la Méditerranée, mais également l'Atlantique. L'Algérie est en train d'en reprendre possession. Elle le reprend dans un but non pas belliqueux, mais dans un but qui est pacifique et qui est commercial, économique, qui va permettre à l'Afrique de pouvoir bénéficier de tout ce développement économique et commercial. Par ailleurs, moi je ne peux que me rappeler d'un écrit sur lequel je suis tombée alors que je faisais des recherches sur la relation entre la régence d'Alger et la jeune nation américaine. C'est que les Américains, à l'époque, sous le président Jefferson, ne souhaitaient qu'une chose, c'est que les Algériens s'éloignent le plus loin possible du domaine maritime et qu'ils se contentent simplement de tout ce qui, de se concentrer sur l'agricole, sur l'agriculture. Je ne dis pas que l'agriculture n'est pas importante, bien entendu, elle est importante. C'est d'ailleurs grâce à l'agriculture algérienne que l'Europe, dont la France, ont pu survivre durant plusieurs siècles. Mais le domaine, l'Algérie est en train de reprendre possession de sa puissance d'antan, sa puissance maritime, puisqu'elle est en train de construire le plus grand port de toute la Méditerranée, avec tous ces développements, que ce soit d'un point de vue militaire ou d'un point de vue maritime. Ou d'un point de vue politique international, c'est tout bénéf, comme on dit, pour l'Afrique aussi bien que pour les Algériens. Turquie, et pour toutes ces explications, vos analyses. Alors, Gamal Abina, une dernière question. Sur fond de revers militaire de la France et d'autres pays, les occidentaux en Afrique, qui voulaient bien sûr combattre le terrorisme, on se rend bien compte, même à travers ces manœuvres militaires conjointes entre l'Algérie et l'Afrique et la Russie, que l'Algérie s'impose désormais comme un acteur important de la sécurité du continent africain. Alors la question c'est, selon vous, est-ce qu'on peut clairement voir l'Algérie aujourd'hui comme un gage de la sécurité au Sahel? L'Algérie avance des cartes que les Russes avancent aussi depuis longtemps et que les Turcs avancent et que tout un tas de pays comme les Chinois avancent. C'est une souveraineté déjà sur son territoire et sur ses frontières. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que les frontières de l'Algérie sont sécurisées? J'ai déjà dit plusieurs fois, la Libye a stabilisé, la Tunisie, c'est pas non plus la fête au village. Le Mali, on a bien vu ce qui se passait, Niger, Burkina, enfin tous les pays limitrophes de l'Algérie ont des problèmes de sécurité. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ces manœuvres militaires sont destinées à envoyer plusieurs signaux très forts à la partie occidentale et aux gens qui déstabilisent la région. À savoir que pour la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie il y a 60 ans, eh bien, une force étrangère fait des manœuvres combinées avec le territoire algérien, avec la force algérienne. Alors l'Algérie a un budget moyen annuel de 10 milliards de dollars d'équipements militaires essentiellement russes, qui explique d'ailleurs qu'ils puissent faire des manœuvres en combinaison puisqu'ils utilisent les mêmes armements, les mêmes technologies et les mêmes méthodes. Mais de l'autre côté, il y a aussi le caractère hautement symbolique. Il faut savoir qu'il n'y a finalement que 80 militaires algériens et russes qui vont faire ces manœuvres. Donc c'est pas des très grandes manœuvres, mais sur le plan symbolique, c'est considérable. En revanche, ce qu'il faut noter aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, c'est un redéploiement des forces. Effectivement, les Russes sont déjà sur place, hein, ils sont en Centrafrique et au Mali, et probablement dans d'autres pays, ils vont bientôt y arriver. Une chose qui est certaine, c'est de dire que ce signal est destiné à dire aux adversaires de cette souveraineté africaine qui est en train de se développer qu'il faut compter avec des pays qui ont déjà une certaine avance sécuritaire et qui ont déjà garanti la sécurité sur ses frontières et sur son territoire même. Donc l'Algérie fait partie de ce pays qui a subi longtemps des actions terroristes. Ça a duré 10 ans, une guerre civile qui a été très longue, qui a coûté très cher. Aujourd'hui, elle est en train d'émerger et c'est très bien. Les relations avec la Russie sont très bonnes. Ça ne veut pas dire qu'elle est en rupture avec les États-Unis, mais elle dit que nous sommes souverains de nos choix. Et il est vrai aussi que lorsqu'on envoie un signal fort comme celui-ci, ça ouvre la porte à d'autres manœuvres, à d'autres collaborations.
Maintenant, la seule question qui reste à poser, c'est la question qui reste pleine et entière, si les Russes sont effectivement honnêtes, et j'espère qu'ils le seront, c'est de dire que c'est bien beau de vendre du matériel militaire, ça profite à la Russie évidemment, mais il serait peut-être plus intéressant que les Russes commencent à délocaliser une partie de leur production, ou du moins à augmenter une partie de la production, en faisant en sorte que les armées des pays locaux puissent produire leurs propres armements. Parce que la souveraineté est la seule, c'est pas d'avoir des armes qu'on achète au prix de l'or à raison de 10 milliards de dollars par an, et qui, s'il y a un conflit, ils sont épuisés très rapidement. Non, la vraie souveraineté, c'est être capable de produire son propre armement, comme la Russie le fait très bien d'ailleurs. Tout le monde fait croire que les Russes n'ont plus d'armes, c'est pas vrai. C'est un pays producteur d'armes et ils en exportent. Donc je le répète, que si les Russes sont honnêtes avec les Algériens et les Maliens, eh bien, ils proposeront de la fabrication sur place d'équipements militaires de pointe pour que ces pays puissent devenir totalement indépendants et qu'ils puissent développer leur propre système militaire de défense. Donc ça, c'est une question qui reste à poser, mais aujourd'hui, effectivement, avec cette première manœuvre militaire sur le terrain algérien, c'est pas la première manœuvre avec les Russes, ils ont déjà fait en mer, ils en ont fait un peu partout, ils en ont fait en Russie d'ailleurs, il y a de grandes opérations militaires de redéploiement dans le sud de la Russie qui ont été faites avec la participation algérienne et chinoise. Mais aujourd'hui, effectivement, ce signal fort de dire l'Algérie, dans sa souveraineté, a accepté que les forces étrangères, pour la première fois depuis l'indépendance, puissent travailler et manœuvrer avec les Algériens, veut dire simplement que l'Algérie choisit un camp et que ce camp est clairement celui de l'indépendance avec des alliances stratégiques parfaitement identifiées, à savoir les Russes, les Chinois et les pays de l'Est. Donc aujourd'hui, les pays de l'Est. Les pays de l'Est, je parle de l'Est continental et surtout de l'Asie. Donc aujourd'hui, l'Algérie a choisi un camp, a choisi une fermeté, démontre aux Africains qu'il y a une possibilité de choisir des partenaires solides et sérieux. Et aujourd'hui, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que cette relation sera durable? Oui, certainement. Mais est-ce qu'elle va s'étoffer avec des transferts de technologie? C'est une question qui reste ouverte et c'est une question que je poserai aux autorités maliennes, évidemment, ou algériennes, si elles m'entendaient, à savoir demander aux Russes, s'ils sont sincères dans leur démarche, d'aller jusqu'au bout et de proposer une production militaire locale sur les pays en question dans lesquels ils viennent apporter un concours qui est sérieux aujourd'hui et qui a fait ses preuves. Ces précisions, merci pour vos analyses. Alors Luc Michel, très rapidement, une dernière question. Alors selon vous, en quoi est-ce que la géographie du site choisi pour ces manœuvres militaires-là, d'une certaine façon, permet ou alors facilite l'entraînement même sur la maîtrise d'une opération antiterroriste dans des endroits différents qui sont parfois, il faut le dire, difficiles à contrôler? Écoutez, moi je ne souhaite pas vous répondre là-dessus, mais je voudrais insister. Un de mes collègues a dit que l'action de la Russie en Ukraine, c'était une réponse à l'offensive de l'OTAN. C'est la même chose en Algérie. Les manœuvres russo-algériennes, elles répondent aux grandes manœuvres de l'OTAN, Lion africain 2021 et 2022, où on a déployé 35 000 hommes aux frontières du Mali, de l'Algérie et du Sahara espagnol. C'était des manœuvres qui regroupaient l'Africom, l'armée marocaine et 8 armées africaines. Cela est possible, évidemment, parce que les Russes sont de retour en Afrique. J'ai entendu tout à l'heure renvoyer dos à dos les Russes et les Occidentaux, et je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Ce qui rend l'indépendance africaine possible en Centrafrique, au Mali ou en Algérie, c'est l'alliance de la Russie. C'est parce que la Russie est présente en Méditerranée occidentale que l'Algérie y redevient présente comme dans les années 60 et 70. Il y a une vision qui est de renvoyer dos à dos les Russes et les Occidentaux. Mais moi, je m'insurge contre cela. Il y a une autre vision géopolitique. Lorsque vous étudiez les cartes de géographie, vous voyez que dans 2 siècles ou 2 siècles et demi, il y aura une unité entre l'Eurasie et l'Afrique que les géographes appellent l'Afro-Eurasie. Cette unité a déjà existé entre le 9e et le 10e siècle. On a appelé cela d'ailleurs les économistes la première globalisation. À l'époque, les empires arabes, l'empire byzantin, les royaumes africains et les États européens issus de la destruction de l'empire romain, tous participaient à la même économie et au même monde. C'est vers cela qu'on tend à revenir. Moi, je suis partisan de l'axe Eurasie-Afrique, pas de renvoyer dos à dos les Russes et les Occidentaux. Ça, c'est un beau cadeau que l'on fait aux Américains et aux Français.
secondes seulement, on sort avec vous. J'aimerais revenir justement sur ce que vous pensez de cette... Samira Ben-Tourki tout à l'heure évoquait la nécessité pour les Africains finalement d'avoir une indépendance pour eux-mêmes, par eux-mêmes avant toute chose, et puis les partenariats s'en suivront. Est-ce que vous êtes de cet avis-là, ou alors vous pensez que la présence de la Russie, telle qu'on la voit aujourd'hui, permettra justement aux Africains de prendre cette indépendance, là, ou cette autonomie, au sens dont l'évoquait justement Samira Ben-Tourki, pour sortir? Linda Larbaoui, est-ce que vous m'entendez? Linda Larbaoui, c'est à vous que je m'adresse. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez suivi la question, Linda? Non, j'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ok, je reprends la question. C'est vrai qu'on n'a plus que quelques secondes seulement. On revient sur la nécessité. Votre copanéliste tout à l'heure évoquait la nécessité pour les Africains d'avoir avant toute chose leur souveraineté par eux-mêmes, pour eux-mêmes d'abord, et ensuite avoir des différentes coopérations avec les partenaires qu'ils choisiront. Est-ce que vous partagez cet avis, ou alors vous pensez que ce rapprochement qu'on observe aujourd'hui entre la Russie et le continent africain notamment permettra aux Africains de prendre justement cette indépendance-là? Si on veut simplifier la chose, je dirais oui, mais malheureusement les choses sont compliquées. Quand vous cultivez pas votre blé pour faire votre pain, et ben vous achetez du blé et vous faites votre pain. On est à ça aujourd'hui. On est justement, tout à l'heure, Madame Samira avait parlé de remplacer l'anglais, le français par l'anglais, mais ça a été très très bien précisé en Algérie que l'anglais est une langue de science. Mais dans la constitution algérienne, on restera quand même, et on est resté à la langue arabe et la langue berbère. Donc on va pas remplacer ça par ça. Nous, on va essayer d'avancer avec ce que nous avons comme élément. L'Afrique est très en retard à tous les niveaux. Je vais pas citer, mais c'est à tous les niveaux que nous sommes en retard. Il faut qu'on se donne les moyens d'avancer. Et ces moyens-là, c'est en collaborant avec d'autres pays qui eux-mêmes ont le même combat que nous, c'est-à-dire en finir avec le néocolonialisme. Maintenant, il y a une alliance qui est très importante dans ces manœuvres-là, mais la Russie et l'Algérie, dans ces manœuvres concernant le Sahel. Mais il y a un troisième élément qui est très important et qui est l'alliance aussi avec l'Iran. L'Iran est un pays qui joue un rôle en géopolitique. L'Iran joue un rôle crucial actuellement. Il y a eu 2 empires musulmans avant d'arriver à l'empire ottoman. Il y a eu l'empire omeyyade qui a pris Damas comme capitale. Et à partir de là, cet empire a dominé la Méditerranée, arrivé jusqu'en Espagne. Et on a vu l'empire justement musulman s'installer en Andalousie. Mais quand il y a eu la capitale de l'empire abbasside, Al-Koufa, et ben là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tout ce qui est Caucase et puis l'Eurasie a adopté l'islam, et l'islam s'est étendu et l'empire s'est étendu. Et aujourd'hui, justement, la position de l'Iran, et qui est impliqué en Irak aussi, donc la position de l'Iran, elle peut stabiliser certains endroits, et puis l'alliance Iran, Téhéran, Moscou, Alger peut apporter énormément à l'Afrique. Ça, il faut le souligner, parce que quand vous dépassez la péninsule arabique, tout ça, on tombe dans côté corne de l'Afrique, donc il y a la Somalie, et puis on remonte un peu. La déstabilisation, elle a commencé où? Elle a commencé en 53, quand Gamal Abdel Nasser a pris le pouvoir et il a divisé l'Égypte en deux. C'était le roi Farouk était le roi de l'Égypte et du Soudan. Donc on a commencé déjà le massacre par là, à nous faire croire des choses. Et puis si on continue, eh ben il y a le Sahel, mais de l'autre côté, il y a les Marocains qui ont envahi le Sahara occidental pour essayer d'annexer, à la demande des Américains, pour essayer d'annexer ce territoire pour eux, et on s'est retrouvés coincés. Mais l'alliance la plus importante pour moi, et les manœuvres concernant les manœuvres militaires maintenant, et j'en parle depuis un an,
J'étais la première à en parler, j'étais la seule à en parler pendant des mois. Donc cette alliance, elle est intéressante, l'alliance Alger-Moscou, quand on annexe Téhéran dedans. Et c'est là où le jeu devient beaucoup plus important. Et on voit déjà actuellement le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Téhéran. Il y a déjà un rapprochement. On voit que les pays du Golfe commencent un peu à rejeter l'hégémonie occidentale et dire non aux Américains pour une fois. Donc cet axe, si on l'étudie bien au niveau géopolitique, il est très très important. Ce qui se passe actuellement dans le Sahel, je rejoins notre ami Luc Michel, il y a eu une étendue d'Africom et à chaque fois que j'intervenais par rapport à Takuba, par rapport à Barkhane, tout ça, je disais que c'était un redéploiement de l'OTAN. Eh ben, la présence russe dans le Sahel, surtout que Amaguir, pourquoi je me suis intéressée à ça il y a un an, parce que j'en avais entendu parler, c'était une station spatiale qui était fermée, mais Amaguir est un point névralgique de tout ce qui est Colombécha. Si vous rajoutez un peu plus bas Borj Badi Mokhtar et tout le déploiement de l'armée algérienne, eh ben, actuellement, il y a une zone franche qui a été créée pour les investisseurs et qui concerne une bonne partie de ce côté-là, c'est-à-dire la ville de Timiaouine. Timiaouine, on est à 30 kilomètres du Mali. Tinzaouatine, c'est un peu plus haut. Donc, oui. Il y a quelque chose qui est un travail qui a été fait. Est-ce que vous m'entendez, Linda? Les terroristes de là. Linda Larbaoui, est-ce que vous pouvez chuter? On va sortir de l'émission. On est malheureusement arrivé au terme de l'émission. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Vous inquiétez pas. Est-ce que vous pouvez y conclure? Pardon? Est-ce que vous pouvez sortir et conclure? Oh, puisqu'on est arrivé au terme de l'émission. Ça y est, j'ai fini. J'ai fini. Ah, très bien, d'accord, merci. Merci beaucoup, Alinda, pour cette analyse, hein, et toutes vos analyses d'ailleurs. Merci à tous les quatre, Gamal Labina, internationaliste, Samira Bentourki, historienne et spécialiste des questions internationales, Luc Michel, géopoliticien. Merci beaucoup à vous. Merci, Linda Larbaoui, analyste des questions internationales aussi. Merci surtout, hein, à l'équipe technique, hein, de ce matin, Nathan Daye et toute la grande équipe technique. Merci à la rédaction, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout dans ce nouveau numéro de Géopolitique. Restez bien sûr en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent et à très bientôt. Au revoir.